bien, vous avez bien fait de nous suivre. C'est le boulevard des opinions, la dernière manche de l'intégrale. L'heure est donc venue pour les journalistes de Soleil FM de décrypter l'actualité. Ils sont trois cet après-midi, cette soirée. Donc, je voudrais commencer par Vigile Avancé. Bonsoir à vous. Bonsoir Romuald. Oui, bonsoir à tous. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous Romuald et bonsoir à tous. Et pour quand même équilibrer les choses, nous avons une dame avec nous, Nelly Doguino. Bonsoir à vous. Romuald, oui, bonsoir. Et merci pour votre présence. Vous savez, à la... pour équilibrer. Elle fait assez le poids pour être là, pas seulement pour équilibrer. D'accord. À la une de l'actualité, ce 27 juin 2018, c'est la poursuite du procès de Laurent Metognon et consorts dans le dossier Retro-Commission BIBE, CNSS, et les choses ont évolué. Nous connaissons désormais les infractions du ministère public, abus de confiance, abus de fonction, j'allais dire, et la corruption. Ils se sont d'ailleurs basés sur la loi 2011 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et infractions connaissent en République du Bénin. La phase de plaidoirie continue de l'autre côté du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, précisément à la salle d'audience A. Alphonse Moïse Soudé, on pourrait quand même se réjouir du fait que les choses évoluent tout de même. Mais les choses évoluent, mais on s'engroupe davantage parce que quand vous suivez un peu les déclarations de l'IGF, il se mélange les pattes, Est-ce que l'infraction est clairement établie? Parce que je crois savoir qu'il a dit qu'il ne sait pas si les 111 millions de francs CFA sont allés réellement aux concernés. Donc, est-ce que c'est établi qu'il y a eu fait de corruption? Parce que lui, en tant qu'inspecteur général des finances, il devait pouvoir établir la responsabilité de chacun d'eux, puisqu'il disait que c'est lui qui a demandé qu'on envoie le dossier à la BEF. Est-ce que les preuves sont établies que ceux dont on parle ont réellement reçu les sous? Parce que c'est le problème. Si on parle de corruption, rétro-commission, ça veut dire quoi? On leur a envoyé des enveloppes, ils les ont reçues. Est-ce que ces enveloppes ont reçues? Est-ce que c'est établi? Parce que le réquisitoire du ministère public a déjà proposé la peine. Maintenant, nous sommes au niveau des plaidoiries. Est-ce que c'est établi? Écoutez, moi, j'attends la fin pour voir. Mais il dit par exemple qu'il a une traçabilité de ce que les fonds ont été donc sortis des ressources de la BIBE, mais il n'a pas la preuve de ce que ça a été remis. Okay. Mais il a une traçabilité du fait que ça a été sorti. Mais j'ai toujours dit que les sous sont sortis. C'est en fait... ce n'est pas un fait nouveau. C'est pas un nouveau. Pour ceux qui connaissent un peu comment ça évolue dans les trucs de passation de marché, déplacement de fonds, c'est comme vous jouez le rôle de démarcheur. À la fin, il faut vous désintéresser. C'est vrai que les sous sont sortis, mais est-ce que les sous sont allés à destination? Parce qu'il dit qu'il n'en a pas la certitude. Donc, il peut pas apporter la preuve comme quoi Laurent Metognon et ses co-accusés ont perçu les sous. Donc jusque-là, leur culpabilité, à mon avis, n'est pas encore établie parce qu'il y a absence de preuves. Donc moi, j'attends la fin du procès pour donner mon avis définitif sur ce procès-là. Vigile Avancé, est-ce que vous avez la même appréhension que Alphonse Moïse Soudé qui estime à l'entendre que les choses n'ont pas véritablement évolué et quand on sait qu'il y a quand même de nouveaux éléments, par exemple, le directeur général actuel de la BIBE qui estime que la BIBE ne se porte pas bien et qu'au moment où les fonds ont été placés, c'était dans une mauvaise posture financière. La structure financière se retrouvait dans une mauvaise posture, par exemple. Tout le contraire de ce qu'a affirmé il a une semaine l'ex-DG donc de cette même banque-là. Bon, il reviendra au juge d'examiner tout ça et de trancher. En attendant, c'est le ministère public, et ça c'est ce qui m'a le plus interpellé, qui requiert plutôt 5 à 15 ans d'emprisonnement contre les intéressés. Et donc on attend de voir. Ce que les uns et les autres doivent savoir, c'est que ce procès-là n'est pas seulement observé par les Béninois. À tort ou à raison, on dit qu'il y a 2 détenus politiques désormais au Bénin, du moins au moins 2, Laurent Metognon et Atao Renro, le député. Et donc, même la communauté internationale, et surtout la communauté internationale, est en train d'observer ceci. Les magistrats à l'international sont en train de
de suivre cette actualité pour ceux qui s'intéressent à ces genres d'actualité parmi eux. Et donc, le droit, même s'il n'est pas toujours droit pour tous, il a quand même une certaine logique. Et donc, on attend de voir. Donc, après, n'est-ce pas, tout ce qui a été déballé sur au prétoire, quelle va être la conclusion? Quel va être le verdict? Même après le verdict, quelle va être la suite? Beaucoup ne se font pas d'illusions. Donc, même moi, j'attends simplement. Et je dis encore une fois, à travers ce procès, d'une manière ou d'une autre, c'est l'intelligence béninoise qui est en jeu. C'est, disons, l'image du pays qui est en jeu. J'ai parlé, n'est-ce pas, de la communauté internationale qui est en train de nous observer. Tout le monde nous a à l'œil. Et on a les faits, on a les accusations, on a toute la procédure comme ça a été étalée durant ces séances de procès. Et à la fin, on verra bien ce qui va advenir. Malheureusement, le procès, à l'heure où nous opinons, est encore en cours. Donc, on va attendre pour voir. Nelly Dodino, effectivement, comme le disait il y a un instant Vigilant, c'est que tout le monde nous regarde. Vous savez que, par exemple, la plainte qui a été déposée, c'est suite à, excusez du peu, suite à une plainte également de la commission bancaire de l'UEMOA. Donc l'UEMOA également attend véritablement de la justice béninoise. Oui. Avant l'UEMOA, c'est d'abord la population béninoise qui attend le verdict des tribunaux, puis après la communauté internationale. Parce que nous sommes dans une situation où il y a confusion totale. Les témoins qui sont invités à la barre, chacun y va de son avis. Il y a une semaine, l'ancien directeur disait que la BIBE se portait bien. Et quand il quittait la tête de la BIBE avait plus de 54 milliards dans ses caisses, je crois. Donc, et il a redit aujourd'hui encore que c'est une structure qui se porte bien et que les fonds de la CNSS n'étaient pas en difficulté. Maintenant, nous avons le nouveau qui dit oui, actuellement il y a des difficultés. Et celui qui porte plainte, qui a constaté qu'il y a un problème au niveau de la CNSS, lui qui a porté plainte a disparu. Il n'a pas disparu. Il était à la barre ce matin. Il est resté injoignable, d'après les informations que j'ai eues. Vous parlez là plutôt du directeur de la CNSS. Oui, c'est de ça que je parle. Le plaignant, en fait, c'est l'inspecteur général des finances. J'en reviens. Le directeur qui disparaît pour ne pas pouvoir répondre. On ne connaît pas véritablement, on n'a aucune preuve de ce qu'il a disparu. Il peut rester injoignable, peut-être qu'il a voyagé. Parce qu'il ne sait pas qui a procès aujourd'hui. Il n'est pas au courant de ce qu'il y a un procès pour aujourd'hui. Fais-moi cette page, je continue. L'inspection générale, qui sur la base de ces audits, demande au Conseil des ministres, ou bien a saisi le Conseil des ministres d'un dossier, qui aujourd'hui n'arrive même pas à nous dire de quoi est constitué son rapport. Le rapport sur lequel on s'est basé pour envoyer des gens en prison, il est incapable de dire le contenu même du rapport. Et il vous dit qu'il n'a pas envoyé des noms, mais il a fait un rapport. Il a demandé juste à la justice de faire son travail. D'aller dans le fond, parce que lui, il s'est attelé au superficiel. C'est ce qu'il a déclaré par exemple. Mais ce n'est pas le rôle des audits. Le rôle des audits, c'est comme une enquête. Vous fouillez la gestion. Vous étalez les preuves et vous tirez votre conclusion. C'est ça les audits. Mais les audits, ça peut faire des recommandations et ça fait souvent des recommandations. C'est pour voir l'état de la structure. Maintenant, quand vous faites ça, vous ne pouvez pas faire un rapport à la légère, avec légèreté. On lui demande son rapport fait à peine 10 pages et qu'il n'est pas en mesure de se rappeler de ce qu'il a mis dans son rapport. Pendant que les gens sont en prison depuis 8 mois, même si au départ, il n'a pas eu le temps de prendre connaissance du dossier, peut-être ce sont les collaborateurs qui ont fait le travail, mais depuis 8 mois, que ça crie, ça chante sous ce dossier-là, il n'est pas temps que lui-même il se penche sur ce dossier. Il peut même s'auto-évaluer sur son rapport. Ce n'est pas interdit de se remettre en cause.
quand nous posons des actes, quand nous travaillons, il nous revient parfois de nous remettre en cause. Est-ce que l'hypothèse que j'ai émise, est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas faille quelque part? On peut le faire en toute humilité. C'est humain. Mais depuis 8 mois, il n'en fait rien. Aujourd'hui, il est capable de nous dire quelles ont été les accusations, comment on en est arrivé là. De 111 millions, on en est à 2 millions. Et il dit ce n'est pas que la CNSS, que beaucoup de structures. Parce qu'on l'a interrogé sur ça. On l'a interrogé sur ça. Combien de structures étatiques, par exemple, ont été intéressées entre 2014 et 2015? 471 millions d'intéressements ont été accordés. Et donc, parmi ces 471 millions, 111 millions ont été destinés à la CNSS. Et donc, au-delà de la CNSS, il y avait l'ONAB, par exemple, il y avait le don japonais et d'autres structures étatiques. C'est parce qu'on l'a interrogé. Non, Robert, je crois l'intérêt des avocats de défense en posant cette question, en l'interrogeant justement, comme vous dites, c'était de savoir, mais pourquoi c'est seulement au cas CNSS qu'on s'intéresse lorsqu'on sait qu'il y a d'autres sociétés, comme vous l'avez dit, l'ONAB et consorts? Pourquoi on ne s'intéresse pas à cela? Pour conduire, n'est-ce pas, sans doute le magistrat, le juge, à ce que, eh bien, il y a quelqu'un qu'on veut, il a comme dirait Yedenoa Diafoui, le chat se trouve dans un groupe, et donc c'est le chat qui a tort, et c'est pourquoi on s'en prend plutôt à la CNSS. Je crois que c'est pour indiquer le chat, n'est-ce pas, au juge qui s'intéresse à cela. Tout dire, moi, je crois que c'est incompréhensible. Moi, je n'arrive pas à m'en sortir lorsqu'on Nelly dit un rapport de 10 pages. Le minimum, quand vous avez un examen, c'est quand même d'aller faire le bachotage. Mais vous avez tout oublié, vous devez passer le lendemain au tribunal. Je crois que le minimum, c'était quand même d'aller relire ce rapport, tout au moins. Je ne sais pas, hein, mais... Non, mais le drame, c'est lui qui a recommandé qu'on envoie le dossier à la BEF. C'est lui qui a recommandé qu'on envoie le dossier à la BEF et puis au tribunal. Vous savez, cette affaire de 111 millions, pour ceux qui évoluent, l'argent est sorti. Mais personne, vous ne verrez aucun document. Vous ne verrez aucun état sur lequel les gens vont signer que j'ai perçu. L'argent, on peut sortir l'argent sans désintéresser ceux qui sont concernés. On peut sortir l'argent et détourner soi-même l'argent. Parce qu'il n'y a pas de... C'est pas que si nous sommes 4, vous êtes chez vous, Romial, on vous envoie l'enveloppe. Vous prenez l'enveloppe. Il n'y a aucun document signé en retour. Et vous ne pouvez pas savoir combien on a donné à Vigile. Vous ne pouvez pas savoir combien on a donné à Nelly. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il n'y a pas de trace. L'argent peut sortir des caisses de la BBE et que les intéressés... Sans aller au destinataire. Très bien. Deuxième chose, le nouveau directeur général, on lui a demandé sur quelle preuve, à partir de quoi il estime que la BBE aujourd'hui ne se porte pas bien. Est-ce qu'il a des éléments tangibles? Est-ce qu'il a pas? Parce que l'autre, en partant, a dit, j'ai laissé un rapport, j'ai laissé 54 milliards. Aujourd'hui, on dit que la BIB ne se porte pas bien. Est-ce qu'il y a des documents qui attestent que ça se passe? L'IGF, c'est quand même dommage, hein? Un rapport que j'ai écrit moi-même, un rapport que j'ai déposé moi-même, un rapport dont, à la fin... Qui m'appelle au tribunal. J'ai fait des recommandations. Dès qu'on m'appelle au tribunal, premier réflexe, je relis mon rapport. Sinon, je viens au tribunal avec mon rapport. Je viens au tribunal avec mon rapport. Même si c'est quelqu'un d'autre, si ce sont mes collaborateurs qui ont écrit, ils doivent pouvoir mettre à ma disposition, depuis peut-être 48 heures, 112 heures, le rapport déposé. Et je vais lire. Encore que le Conseil des ministres s'était transformé en tribunal. Pour citer les gens. Lui dit qu'il n'a pas donné de nom. Mais quel est le rapport qui a atterri sur la table du Conseil des ministres? Je veux savoir. Et il dit tout simplement que lui, dans son... ou du moins, lui, il a demandé à l'État béninois de pouvoir faire comparaître les responsables de ces structures, de ces deux structures à l'époque. Sur quelle base? Sur quelle base? Sur quelle base? Si ce n'est pas le chat qu'on recherche, comme dirait l'autre, à Cécita, à Ségouena, à la Datorindo. C'est exactement ça. C'est Yahweh qui dit ça dans une de ses chansons. Mais il a quand même foi en la justice béninoise, puisqu'il dit, lui, il ne s'est pas intéressé au fond du dossier. Et donc, il fait foi à la justice. Non, si vous permettez, Nelly, vous voyez combien c'est méchant à la limite. Parce que vous avez dit la justice, quand même. La preuve,
il n'a pas été, disons, ils n'ont pas été jugés aussitôt. Ils n'ont pas été jugés sur le champ. Donc, ils sont en prison depuis 7 mois. Quand vous dites comme ça, non, bon, amenez le dossier devant les tribunaux. S'ils n'en sont pour rien, on va les libérer. Mais ils ne sont pas libérés, c'est depuis 7 mois. Tout de même, on parle quand même des pères de famille, on parle des hommes. Donc, on ne peut pas, sur un coup de légèreté comme ça, dire non, bon, amenez au tribunal, ils vont démêler les choses. S'ils en sont pour rien, on va les libérer. S'ils en sont pour quelque chose, bon, ben, ils vont payer la peine. Moi, je crois que c'est... Enfin, tout ça, c'est... Non, même l'intervention de l'IGF, pour moi, n'a pas fait évoluer le débat. On accuse les gens. On a accusé les gens d'avoir pris des montants donnés. L'IGF n'a pas pu nous dire, maintenant, on a pris tel montant, tel a pris tel. Il dit que l'argent est sorti de la caisse. C'est normal, l'argent peut sortir de la caisse et ne pas aller à destination. Moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent, bon, après audit, après rapport, après lecture croisée des différents documents, monsieur Laurent Métaillon a pris tel, monsieur Tantampion a pris tel. Ça n'a pas fait évoluer le débat. Il s'est embourbé. Et il n'a pas... Parce que quand on lui pose des questions, moi, je ne peux pas écrire un rapport au MIAD, vous ne pouvez pas écrire un texte. Et que vous allez dire, je ne sais plus ce que j'ai dit dans le texte. C'est pas possible. Peut-être que les prérogatives de l'inspecteur général des finances, il y a d'autres tâches à faire. D'autres tâches, d'accord. Mais vous saviez ce matin que vous devez comparaître. Le minimum, c'est de venir avec votre rapport. Et quand on vous interpelle, vous ouvrez votre rapport. Vous dites dans mon rapport à telle page, voilà ce que j'ai dit. À la fin de mon rapport, voilà ce que j'ai recommandé. Tout au moins, vous venez avec votre document. Le document que vous devez rédiger, vous devez avoir une copie. Ça, là, c'est le b.a.-ba. Un document que vous avez écrit, quand on vous invite, vous venez avec le document pour qu'on puisse voir est-ce que le document que vous détenez est le même que ce qu'on appelle le ministère public de qui. On va faire de comparaison de documents pour qu'on ne dise pas après que le rapport que j'ai déposé a été tronqué. Puisqu'on parle d'audit, très rapidement, Nelly Dodino, quand on parle d'audit, ça répond à un certain nombre de caractéristiques. Est-ce que le contradictoire, lorsque le contradictoire, par exemple, ne fait pas partie dans le fait de mettre à exécution un audit ou de mener un audit, par exemple, est-ce que ça pose problème? Moi, je pense que ce serait plus intéressant et plus responsable de commander une contre-audit, je crois. Parce que nous sommes dans une situation où celui qui a diligenté, conduit les travaux, produit un rapport, est incapable de nous dire ce qu'il a mis dans son rapport. Et tout à l'heure, j'ai jeté un coup d'œil à la chronologie du procès. Il a dit qu'il a lui-même rédigé son rapport et qu'il était seul à déposer le rapport. Ce qui veut dire qu'il savait ce qu'il a écrit et qu'aujourd'hui, il ne veut pas assumer ce qui était dit dedans. Le contradictoire aurait été quand on vient vous saisir d'un rapport d'audit et que vous pensez, ce qui est normal, c'est de commanditer d'autres audits pour pouvoir comparer, faire une lecture croisée et faire une conclusion. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les personnes, à la limite, je ne suis pas juge, mais vu l'évolution des faits, on peut oser dire qu'on a voulu juste les mettre de côté parce que quand vous voyez la légèreté avec laquelle cette personne, une institution vient devant au procès, il nous dit tout simplement, bon, je n'ai aucune idée, je ne peux pas prouver, moi j'avais juste demandé que la justice fasse son travail, je fais des recommandations, alors que les gens sont en prison depuis 8 mois, et dès le départ, on a voulu vilipender certaines personnes pour dire, ceux qui se croient ou se disent défenseurs des travailleurs, ceux qui se disent représentants des travailleurs, qui luttent pour les travailleurs, en réalité ils ne sont pas des seuls. Les voilà, vos sous qui vont servir à vous payer la retraite sont déposés dans des sociétés qui ont des difficultés. Et j'ai bien écouté des ministres parler que l'argent des fonctionnaires n'est pas déposé dans une structure qui ne se porte pas bien. C'était ça l'objectif au départ. Et avec l'évolution, on est passé de 111 millions à 2,5 millions. Et les personnes se sont retrouvées en prison. Et depuis 8 mois de report, un procès même qui devait être prise en urgence, on en est arrivé à 8 mois bientôt où les personnes sont en prison. Et dès qu'on est passé au débat, depuis 2 semaines, vous avez vu l'évolution. On a fait comparer des personnes qui, il y a une semaine, on dit, mais la BIBE se porte bien. Et que même l'État a des actions dedans.
aujourd'hui, on vous dit, il y a d'autres structures qui ont déposé des fonds. C'est notre système à nous. C'est la pratique bancaire d'avoir des personnes, des structures pour faire des dépôts à terme, pour permettre à notre structure de fonctionner. Et nous avons un système, ce sont les rétrocommissions pour intéresser cette personne-là. Et ça se passe ni vu ni connu. Il n'y a pas de traçabilité. Mais sur quoi on se base? Et dans tout cela, ce n'est que la CNSS. Ce n'est que, on est en train de nous parler plus de 400 millions, mais on parle de 111 millions qui seraient versés au personnel de la CNSS qu'on ne peut pas prouver. Pour finir avec cette question, Vigile avancé, par exemple, quand le nouveau ou l'actuel directeur général de la BIBE était là-bas, il dit par exemple que la BCEAO ou la commission bancaire de l'UEMOA ne reconnaît que des intermédiaires agréés pour être intéressés, par exemple, en ce qui concerne les rétrocommissions. Et donc, les structures étatiques, vous êtes fonctionnaire de l'État, vous n'êtes pas à même de pouvoir être intéressé. Ça, c'est encore une fois au juge d'apprécier. Mais je crois qu'on aurait fini avec tout ce dont on parle là. On aurait fini avec depuis. Hein. Vous avez souligné, vous avez raison de souligner que le rapport de l'IGF, n'est-ce pas, ne respecte pas le principe du contradictoire. Et c'est ce que la Cour Olo avait dit. Souvenez-vous que la Cour Olo a déjà déchiré ce rapport-là, a déjà dit que cela ne vaut pas, n'est-ce pas, qu'on en soit là, qu'on jette des gens en prison pour ça. Et si on devait respecter le droit dans ce pays, moi je crois que ces personnes auraient dû être libérées depuis. Et pourquoi? Parce que je ne peux pas m'enfermer, je ne sais pas si j'ai questionné, et mettre en cause des personnes, n'est-ce pas, les accuser, et envoyer le rapport et dire, bon, allez les jeter en prison. Il faut qu'ils en répondent. La Cour constitutionnelle, à l'époque, a dit non, vous devez écouter les intéressés eux-mêmes. Mais ne les avez pas écoutés. Qu'est-ce que vous voulez que le représentant de l'IGF ou l'IGF, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Qu'est-ce que vous attendiez de lui? Il ne peut que dire ce qu'il a pu dire là. Il ne les a pas écoutés. On les a accusés, puis il a dit. Donc, moi, je dis, les choses sont très claires. Et souvenez-vous, ça a toujours été le principe, même si la Cour Diogbenou le réaffirme beaucoup plus aujourd'hui, même au niveau de la Cour, ça a toujours été le principe du contradictoire. Donc, on a dû la Cour, avant d'en arriver donc à cette décision-là qui disait que ce n'était pas normal, la Cour a dû écouter le ministère des Finances. La Cour a dû écouter le ministère des Finances qui, sans doute, a fait référence, n'est-ce pas, à son IGF, qui a dit qu'il n'a pas écouté ceux-là qu'il a mis en cause. Et donc, des choses étaient claires depuis. Encore une fois, Alphonse disait qu'on ne progresse pas, mais non, on progresse. on progresse bien, même si, en contradiction de tout cela, le ministère public réclame aujourd'hui 5 ans à 15 ans. Et ça, le ministère public se base sur des dispositions du Bénin. Par exemple, quand on parle d'abus de fonction, il se base sur l'article 53, par exemple, de la loi 2011, du 12 octobre 2011, portant lutte contre la corruption. Et l'article 41 également, quand on parle de corruption. Donc, il se base, ces infractions, à l'issue des faits, il se base sur ces dispositions-là pour pouvoir... Mais moi, je parle des faits d'abord. On parle des faits qui nous ont été exposés, qu'on a suivis depuis 2 semaines juste là. Vous parlez des dispositions, mais si vous voulez citer des dispositions de cette loi, il en a tellement. On finirait par cette émission de sitôt. Donc, il ne s'agit pas d'évoquer, n'est-ce pas, une disposition de la loi sur la corruption simplement pour charger les gens. Non, on se remet comme les autres conseils, comme les conseils public, par exemple. Oui. Le ministère public fait toujours ses réquisitions. Lui, compte tenu de sa politique pénale ou de tout ce que vous savez, peut se lever pour dire je requiers 20 ans. Il revient au juge. Après le plaidoyer des avocats, après l'exposé des faits, pour rendre son délibéré et prendre son verdict. Le ministère public est dans son rôle. On ne peut pas le lui en vouloir. Mais je me dis, quand vous avez des faits du genre et que on est incapable de prouver, on dit vous avez pris de l'argent et on n'est pas en mesure de prouver que vous avez reçu, on se base sur quoi pour vous juger? Juste sur des prétentions?
je suis des paroles. On a fait venir témoin sur témoin, mais personne n'a pu vous dire que la personne a reçu. Du moment où vous ne pouviez pas prouver, dites-moi, vous vous basez sur quoi pour pouvoir dire vraiment il a... Non, elle dit, il reviendra au juge de faire son travail. Mais moi, je pense que ce serait mieux et plus élégant de mettre les personnes sous convocation. Parce que plus on tire le dossier, plus on évolue. On sent une frustration, on sent une révolte. Vous sentez que on est en train de carrément se foutre des gens, excusez le terme, parce que moi, inspecteur, je fais un rapport et je dis j'ai vu des failles, il y a eu telle chose et j'accuse pour dire il y a eu que des sous sont sortis de la caisse de la BIBE et sont allés vers des structures. Aujourd'hui, on en a eu 4 ou 5 cités. Mais on s'en prend seulement à la CNSS. Et on finit par nous dire aujourd'hui qu'on n'a aucune idée de ce qui est dit dans ce rapport, alors que des personnes sont déjà en prison bientôt 8 mois. Et vous venez vous asseoir en tant qu'inspecteur général des finances, me dit moi, population béninoise, que oui, les personnes sont en prison, c'est parce que j'ai fait moi mes audits et j'ai demandé au ministre ou bien au conseil des ministres de prendre ses responsabilités, à la justice de prendre ses responsabilités, mais je ne me rappelle plus de ce que j'ai mis concrètement. C'est insultant. C'est insultant à la limite de l'intelligence béninoise. Au-delà du procès, l'actuel directeur général de la BIBE a dit que la banque ne se porte pas bien. Oui. Mais bientôt, parce qu'on va enclencher au niveau de la BIBE le processus de départ volontaire. D'abord, on va demander aux gens ceux qui veulent aller pour le départ volontaire. Le processus va bientôt commencer et on finira par le licenciement. Parce que la banque ne se porte pas bien, il faut dégraisser. Non, de toutes les façons, avec ce procès-là, la banque ne devrait plus se porter bien. Donc, qui va aller mettre son argent à la BIBE? Bientôt, on va mettre les gens à la rue. Contrairement à ce que vous pensez, par exemple, l'actuel directeur général, il a dit qu'il continue, ou du moins, on lui a posé la question de savoir, est-ce qu'il reçoit toujours des dépôts à terme? Il a dit qu'il en a reçu depuis, il est nommé. Mais c'est lui qui a dit que la banque ne se porte pas bien. Depuis août 2016, il a été nommé. Je suis sûr que c'est les avocats de la défense qui ont posé cette question. Il continue de recevoir des dépôts. Si continue, on parle de quoi alors? Vous dites que la banque ne se porte pas bien, mais les gens courent quand même vers la banque encore. Nous sommes dans un mouchoir de poche là. De toute façon, tous les conseils se remettent à la conviction du juge. Naturellement. Et donc c'est la conviction qui sauvera. La conviction intime. Du juge. Qui sauvera le Bénin peut-être. J'espère que on saura être démocrate pour se soumettre à la décision du juge. Non, mais écoutez, même si le juge prend une décision qui n'agrée pas les différentes parties, le processus continue, la procédure continue en appel. Ils vont interjeter appel, c'est tout. De toute façon, on y reviendra. On y reviendra. La phase de plaidoirie continue certainement si nous n'avons pas le verdict aujourd'hui. Ce qui est souhaité, c'est d'avoir le verdict aujourd'hui, ce 27 juillet. Ça peut être mis en délibéré aussi. Et voilà. Et donc, si de toute façon nous y reviendrons, certainement, nous allons maintenant parler du second sujet avec vous. Abus de fonction, ce n'est pas qu'au niveau du dossier BIBE CNSS, on parle également d'abus de fonction à la mairie de Cotonou. 4 cadres de la mairie ont été mis sous mandat de dépôt. Il s'agit du directeur des services techniques, du directeur de cabinet du maire, intérimaire bien évidemment, du responsable de la cellule de contrôle des marchés publics et son secrétaire. Il fait partie de ces 4 cadres-là qui ont été mis sous mandat de dépôt, qui ont été relâchés par la suite. Une amende de 200 000 francs CFA et des réparations. Les chefs d'accusation, les infractions, abus de fonction, insalubrité des carrefours de la ville de Cotonou, complicité ou de pollution. Vous y comprenez quelque chose? Vous savez, j'ai toujours dénoncé la saleté qui est à Cotonou. C'est tellement que on a estimé que si la ville de Cotonou
est sale, si les caniveaux ne sont pas curés, si les populations se permettent de jeter les ordures dans les caniveaux, c'est qu'il y a des responsables. Le DST, le directeur des services techniques, devrait déployer ces éléments sur le terrain pour nettoyer. Donc, si la ville est sale, c'est que forcément, il y a des gens qui sont coupables. Si les caniveaux ne sont pas curés, que ça donne des nids de moustiques, c'est qu'il y a des gens qui sont concernés. Si dans l'attribution des marchés, on a opté pour le gré à gré, c'est ça, abus de fonction. Moi, en tant que chef, je donne l'ordre qu'on attribue le marché à Vigile. Bon, parce que Vigile, c'est peut-être un beau-frère. On a créé la société ensemble. Donc, on a essayé de disséquer les problèmes qui minent la mairie de Cotonou. On a situé les responsabilités. On a voulu frapper fort. Le secrétaire vient voir quoi dedans? Salut de passation des marchés publics. Oui, le secrétaire du... Il n'assiste pas au dépouillement. Il n'assiste pas au dépouillement. Il assiste au dépouillement. C'est lui qui fait le rapport de dépouillement. Il se soumet aux instructions de son chef. Il n'a qu'à payer maintenant. Il n'a qu'à payer. Si tu te soumets aux instructions de ton chef, contrairement à ce qui a été décidé, bon, je dis, est-ce que c'est là le problème? Mais la leçon qu'on peut tirer, c'est que dans les autres mairies, dans les 76 communes restantes, on doit savoir que désormais, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Ça, c'est la lecture la plus simple que nous pouvons d'abord faire. Vigile avancé, il y a une coïncidence ou quoi? Non, il a comme une bouffonnerie qui se joue, simplement. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous écoutez ce dont on parle? On dit que Cotonou est sale, donc on arrête le DST, on veut les jeter en prison. Et surtout, que les espaces aménagés, n'est-ce pas? Mais on s'en plaint, tout le monde s'en plaint. Cotonou, c'est la vitrine du Bénin. Il faut que Cotonou soit salubre. Moi, je m'en plaignais avant vous remettre. Mais j'ai jamais songé qu'un jour on irait ramasser. Mais il reste que le maire, ils sont combien de conseillers à Cotonou? Qu'il faut jeter en prison aussi alors? Dans ce cas, parce que la ville est sale. Si on a jeté le directeur de cabinet, sans doute le maire devrait en être pour quelque chose aussi. Non, je ne comprends pas parce que est-ce que c'est la meilleure solution? Tout le monde est d'accord que Cotonou est sale. Mais puisque vous en parlez là, ces mêmes espaces qui ont été dégagés, qui ne sont pas exploités aujourd'hui, qui on va mettre en prison pour ça? Ça ne mériterait pas? Est-ce que ça ne mériterait pas qu'on jette aussi des gens en prison parce qu'ils nous ont promis qu'ils vont aménager les espaces là et ne l'ont pas fait? Et ça se fait petit à petit. Attendez, il faut une mobilisation de ressources, véritablement. Le chantier à quel niveau actuellement? Puisque vous avez dit que ça se fait petit à petit, c'est où ils sont, dans quel quartier actuellement? Depuis que ça s'est arrêté sous barrière Misebo. C'est où le nouveau chantier? Mais parlez, vous me regardez. Parlez. Bon, puisque j'ai l'honneur aujourd'hui de vous poser des questions. D'accord, j'aime bien ce tonneau-là, mais soyez réaliste. Moi, je sais pas. Non, il faut, si vous ne préconisez pas de vraies solutions aux vrais problèmes, vous allez passer à côté. C'est comme du populisme qui va... Qu'est-ce que vous avez... Subitement, on nous a tous surpris, on dit qu'on veut les jeter en prison parce que la ville de Cotonou est sale. Non, mais écoutez, moi, je dis, mais on est où là? Ça n'a aucun sens. Mais il faut assumer ses responsabilités. Vous êtes DST. Je suis d'accord. C'est parce qu'on a laissé faire pendant des années que nous sommes dans cette situation, par exemple. Il faut quand même sévir maintenant. Nous sommes sur la rupture. Non, je soupçonne bien que c'est vraiment une ère qui commence. Que on va venir vous chercher vous-même, vous jeter en prison parce qu'on aurait estimé que ceci, que cela. Moi, je crois que c'est pas un vœu que vous le faites. Non, c'est pas un vœu. C'est pour dire que ce fonctionnement-là est à condamner. De mon point de vue, ce fonctionnement est à condamner. Encore que, ça, c'est ce qu'on a pu voir. L'inspiration aurait pu être que on demande, n'est-ce pas, au maire, on ne sait qui, de démettre ces 4 fonctionnaires, par exemple. Vous savez que c'est possible. Vous savez que on peut tout soupçonner dans ce cas-là. Moi, je pense, quand on est dans un pays où tout le monde a les yeux ouverts et surtout les oreilles grandement ouvertes, où on a entendu le chef de l'État lui-même promettre, par exemple, à plusieurs reprises, comment vous avez appelé ça, ce thème qu'on commence par oublier là, déjà, les voies à reprofiler, mais comment ils ont appelé ça? Asfaltage. Non, asfaltage. Mais c'est où l'alphatage depuis?
C'est où l'alphatage depuis? On nous a promis d'abord 2017, puis on a dit premier trimestre... premier semestre. Premier semestre 2018. C'est dans quelques jours la fin. Ok, d'accord. Donc ça va commencer demain, parce que demain c'est le 28 juin. Et si vous ne vous dépêchez pas, le lendemain, vous serez déjà le 1er juillet. Non, mais écoutez, dans un pays comme cela, je crois qu'il faut pas nous distraire. Et la coïncidence se trouve où? Quelle coïncidence? Par exemple, vous savez, 14 jours après le sit-in de protestation des agents de la mairie, d'aucuns estiment que, et on constate aujourd'hui cette décision, cette mise sous mandat de dépôt et après condamnation, amende, paiement d'amende et tout ça, d'aucuns estiment que c'est une coïncidence, pas coïncidence, d'aucuns estiment que, voilà, c'est lié, voilà, c'est lié. Moi, je ne sais pas s'il a de cause à effet. Je n'en sais absolument rien. D'abord, j'ai été surpris par cette actualité-là. On a mis des gens en prison parce que Cotonou est sale. Vous voyez comment ça peut interpeller? C'est quelle histoire encore ça? Et puis on en est là. Moi, je crois qu'il faut changer de méthode. Il faut changer de méthode. Tout le monde veut Cotonou propre, mais je suis fondé que ce n'est pas la solution qui nettoie Cotonou. Ça, c'est pour nous distraire. Ça, si ce n'est pas du populisme, de mon point de vue, c'est de la bouffonnerie. Nelly Dodinou, votre avis sur la question? Je suis en train de me rappeler, je crois que c'est l'année dernière, quand le préfet a pris une décision. Du littoral, vous voulez dire? Du littoral, interdisant désormais ces structures d'ONG qui ramassent les ordures. La structure de précollecte. De précollecte. Ça a créé la tension avec le maire. On a retiré les agréments. On a vu 2-3 fois le préfet lui-même monter devant les caméras, nous montrer qu'il fait lui-même le ménage. Il vient ramasser les ordures avec camion. Il a même dit que c'est du sabotage, que les gens viennent déposer les ordures la nuit. Quand vous prenez une décision pour interdire, supprimer, pour dire désormais ce n'est plus vous qui vous chargez de collecter, ou bien les structures de précollecte, on leur a retiré l'agrément. Le contrat qui les lie avec la mairie de Cotonou a été résilié. Pendant ce temps, on n'a pas prévu quelque chose. C'est vrai, on a vu le ministre du cadre de vie monter au créneau nous expliquer qu'il y aura un truc qu'on va construire au loin quelque part, qui va prendre 1000 tonnes de déchets. On a tellement parlé autour, mais vous n'aviez rien fait. Et vous vous supprenez que la ville de Cotonou devienne sale. Mais il y a cause et effet. Vous ne pouvez pas dire qu'ils n'ont rien fait. Il y a des efforts qui se font, peut-être pas à la hauteur des attentes, mais il y a des choses qui se font. Moi, je dis quelque chose. Cotonou est la ville la plus dense. Même si on dit aujourd'hui que Abomey-Calavi a plus de population, mais les activités économiques se mêlent à Cotonou. Donc, nous avons plus de déchets ménagers, en plus des déchets des entreprises. Vous supprimez des structures de précollecte. Il n'y a plus de contrat entre ceux qui vont collecter. Parce qu'il y a réforme. Les gens ont accepté la réforme. Mais le palliatif était quoi? En attendant qu'on ne réalise le beau rêve pour le Bénin, en attendant le palliatif, c'était quoi? Et on se surprend un an après, pour presque 2 ans, que Cotonou est sale. On ne peut pas dire ça. C'est vrai, ça fait école. Ça fait école. Quand vous êtes à un poste de responsabilité, vous vous dites que on peut m'interpeller à tout moment. Parce que le cadre béninois n'a pas ce souci-là. Il est nommé pour un fait ce qu'il peut, et oui, puis le service minimum, et il rentre chez lui. Aujourd'hui, on peut se dire, si je ne fais pas ça, je serai interpellé. Mais on n'avait pas besoin de mandat de dépôt pour ça. Moi, j'ai comme l'impression depuis que le mandat de dépôt est en train d'être désacralisé. Quand on dit mandat de dépôt, ça a tout un poids, tout un sens. On en a tellement délivré ces temps-ci, on se dit, mais mandat de dépôt là, même là, c'est quoi? C'est-à-dire, j'ai comme l'impression qu'on est en train de vouloir ne plus donner du sens à ce truc-là. C'est pas un truc. Alors que c'est la dernière des décisions. C'est-à-dire, quand vous prenez les types de mandats, c'est le dernier. Vous savez peut-être qu'ils ont été avertis. Il y a quand même... Vous êtes sûr? C'est ce qui aurait dû être. Je vous ai dit peut-être.
Nous n'avons pas la preuve de ce qu'ils n'ont pas été avertis. Ce qui me perturbe un peu dans la décision, on dit amende de 200 000. Et ils sont sommés de payer avant le 14. Non, ils sont sommés de prendre en charge les dégâts au plus tard le 18 juillet. Donc, les caniveaux mal curés qui ont entraîné des nids de moustiques, avec quels moyens vont-ils les faire? Ils vont curer tous les caniveaux de Cotonou. Ils vont dégager les ordures qui traînent dans Cotonou parce que le délai là, on a dit de réparer les dommages. De réparer les dommages, c'est profond, c'est lourd de sens. Et on a donné un deadline le 18 juillet. Où vont-ils trouver les moyens? Où vont-ils trouver les moyens? Ils vont chercher même les catapillars, ils vont embaucher des structures de pré-collecte, ils vont embaucher des gens pour curer les caniveaux. À leurs frais, certainement. Mais c'est ce qu'on leur demande, c'est à leurs frais. C'est faisable. Moi, je ne sais pas si c'est faisable. Parce que on veut faire du bien à la population de Cotonou. On aurait pu procéder autrement. Parce que vous ne pouvez pas empêcher. Vous ne pouvez pas empêcher ceux qui vous suivent de dire qu'on doit faire une lecture politique de ce qui se passe. Nous sommes tous d'accord que Cotonou est sale. Mais que fait-on? Plusieurs fois, on a dénoncé. Moi, je suis allé même prendre des photos. J'ai mis ça sur les réseaux sociaux. J'ai dénoncé. Mais écoutez, la mairie, depuis cet état, on a dit, nous allons prendre en charge. Et tout à l'heure, Vigile a donné un exemple. Ouais, les artères qu'on a dégagées. Faites un tour à Cotonou, vous allez circuler. La nature a horreur du vide. Parce que pour moi, avant de dégager les espaces, pour dire, nous allons aménager les espaces, c'est que le budget était déjà bouclé. Et dès qu'on dégage les populations, dès qu'on a cassé des maquis, on a cassé des baraques, on devrait commencer en même temps les travaux. Mais maintenant, on ne fait pas les travaux. Et les gens se lèvent la nuit, vont jeter les ordures parce que ceux qui sont chargés de venir précollecter les ordures ne le font pas. Donc, quelque part, les responsabilités, si le DST n'a pas les moyens, il ne peut pas ramasser les ordures. Il ne peut pas créer les caniveaux. La preuve, tout à l'heure, vous allez voir les caniveaux, on a ouvert les caniveaux. On a nettoyé les caniveaux. On a laissé les ordures, la boue là, sur les pavés. Ça veut dire quoi? Que si d'ici à là, on ne les ramasse pas et que, par malheur, il pleuvait, tout ça là va retourner. Donc, c'est de dire, ok, nous allons désormais, l'État central doit pouvoir mettre à la disposition de la mairie de Cotonou les moyens nécessaires. Les moyens nécessaires, on va punir ces gens-là, ils vont réparer les dégâts. Est-ce qu'au lendemain du 18 juillet, les populations ne vont pas... La dernière fois, je rentrais, j'ai vu les gens qui sont venus déverser les ordures au bord d'un caniveau. J'ai crié, j'ai attrapé les deux enfants, j'ai dit, vous ramassez vos ordures, vous retournez chez vous. Mais moi, je ne vais pas rester là tout le temps. Ils ont ramassé, ils sont partis. Mais ils se sont arrêtés à un carrefour. Ils me surveillaient, moi, je suis parti. Et puis bon, ils vont revenir la nuit déposer. Donc, il faudrait. Moi, je suis d'accord qu'on veuille punir les gens pour servir de modèle. Mais une chose est de punir, une chose est de mettre à disposition les moyens pour que la ville de Cotonou, comme vous le dites, qui est la vitrine du Bénin, soit excellemment propre. Et il y a quand même, c'est vrai que vous en avez parlé, il y a une leçon qu'on voudrait faire partager au peuple béninois, aux responsables surtout. Quand vous êtes responsable, quand vous avez des prérogatives, vous avez des attributions ou du moins des missions vous ont été confiées, il faut véritablement assumer. Aujourd'hui, Vigila Rancel. Je pense qu'il faut faire un diagnostic et savoir que effectivement ceux-là qu'on met en cause, c'est vraiment eux qui sont, n'est-ce pas, à la base de ce qu'on déplore. Je n'en suis pas persuadé. Les problèmes de malpropreté à Cotonou ne datent pas d'aujourd'hui. Et on n'a entendu que trop d'exposés par rapport à cela. Les responsables vont faire quoi s'il n'y a pas les moyens? Aller demander au maire Nicéphore de donner ce glou. Je crois que c'est la chanson qui s'est chantée le plus. Et ça n'a jamais changé. Et donc, on ne peut pas... Moi, je pense qu'il faut poser, il faut se poser et vraiment étudier les situations, les problèmes avant de prendre des décisions. Sinon, encore une fois, je dis que l'objectif est ailleurs. Je reviens encore sur les espaces dégagés qui ne sont pas occupés aujourd'hui. Pour les meilleurs, c'est des herbes qui ont poussé. Allez-vous jeter les herbes en prison? Ailleurs, c'est des moustiques. Ailleurs, c'est des déchets qui sont là. Vous allez faire comment? Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas en cause pour avoir dégagé ces espaces-là et les laisser comme ça? Est-ce que vous parlez d'esthétique? Est-ce que c'est ça qui est esthétique?
Et puis il a une facilité quand même, Nelly le disait, à jeter les gens en prison. Souvenez-vous, moi j'ai été écœuré d'entendre que des élèves ont protesté pendant la grève, souvenez-vous, la grève des enseignants dans le Borgou, je crois que ça doit être à Andali ou aux régions, où des élèves, des délégués, n'est-ce pas, ont été jetés en prison parce que ils ont demandé à leurs camarades de rentrer. Les délégués ont été jetés en prison parce qu'ils ont demandé à leurs camarades. Est-ce que vous admettez ça? Pas plus tard que la semaine dernière, c'est ici à Cotonou, des étudiants qui ont écrit sur leur banderole « Libérer Laurent Metton », ils ont été jetés en prison aussi. Ils sont aujourd'hui sortis, c'est vrai, c'est pareil pour les délégués. Mais ça donne l'impression que c'est le règne de la terreur. On le fait pour que tout le monde se tienne droit. Mais moi, je ne crois pas que ce soit la meilleure pédagogie. Terroriser les gens. Donc, désormais, ce n'est plus... On n'a plus besoin d'attendre Boko Haram ou... Voilà, ce n'est plus Boko Haram seul qui terrorise. Là, vous évoquez l'extrême. Mais quand je vous dis... Quand on va prendre le DST, qu'on va jeter en prison parce que la ville est sale, où il a laissé l'espace aménagé se saler ou est salé, c'est pas extrême, vous ne pensez pas? Vous trouvez que ce soit logique? Moi, ça me pose un problème. Moi, je pense qu'on peut régler les problèmes autrement. Si c'est leur responsabilité, on n'a pas besoin de les jeter en prison ou de leur foutre des amendes d'abord avant de corriger ça. Moi, je pense qu'il faut poser les problèmes. Si vous ne le faites pas, le problème serait là, vous allez devenir le problème vous-même. Je crois qu'on s'en va là. Ce que nous disons, vous voyez, tout le monde ne serait même pas à même de le dire parce qu'on va dire, ah bon, c'est la terreur, hein? Quand tu le dis, la terreur, non. Mais il faut parler. Je souhaite vivement qu'on fasse la même chose dans la ville de Porto Novo. Parce que il faut donner la meilleure illustration d'abord à partir de la ville vitrine du Bénin. Donc on a commencé Pourquoi ne pas commencer par la ville capitale du Bénin? Si vous ne posez pas les problèmes justes, vous ne trouverez jamais les bonnes réponses. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et je pense que là-dessus, honnêtement, le gouvernement s'est planté. Les initiateurs donc de ce qui s'est passé là se sont plantés. Est-ce que pour retrouver Nelly Doguinou, est-ce que le maire intérimaire a quelque chose à faire aujourd'hui quand même pour aider ces cadres-là à quand même trouver, je ne sais pas, un palliatif? Mais je le disais, on a arrêté aussi son décès. Son directeur de cabinet. Le directeur de cabinet fait quoi? Il gère les affaires du maire, non? C'est parce qu'on n'a pas voulu toucher au maire, peut-être que la prochaine fois... Abus de fonction. Mais oui, mais oui, donc vous dites... Je crois que, bon, si on y prend garde, on va ramasser tout le conseil. Hein. On va ramasser tout le conseil parce que Cotonou est ça, il a longtemps et tout le monde déplore ça. Que je ne sais pas... Complicité passive. Mais oui. Nelly Doguinou, le maire intérimaire, bon, est-ce qu'il ne faut pas maintenant avoir un maire véritablement? Bon, il est maire, je ne dis pas qu'il n'est pas maire, il est intérimaire. L'intérim a assez duré. Vous savez, les politiques sont dans les calculs, hein? Ils sont dans les calculs et les élections c'est pour bientôt. Ils vont traîner jusqu'à ce que, bon, il ira aux élections, il profite allègrement de son poste de maire et c'est comme ça, on constate ça. Ils ne vont pas le faire de sitôt. S'ils voulaient le faire, ils allaient le faire depuis. Et vous avez vu que le maire intérimaire est resté docile parce qu'il voulait aussi conserver ce poste-là, garder ce poste. Il est resté très docile. Donc, il n'a pas de soucis avec le pouvoir en place. Donc, tout passe. Il est là, tranquille dans son coin. Un responsable se doit d'être exemplaire. Et voilà. Je suis désolé. Je pense que si le maire il voulait être exemplaire, comme vous dites, il devait démissionner. Parce qu'on a arrêté son décès pour ça. Moi, je pense que si le conseil de Cotonou était sérieux, le problème ne devrait pas s'arrêter là. Les 200 000, je ne sais pas. Ça ne devrait pas pouvoir s'arrêter là. Le procès et on n'a pas la culture de la protestation.
dans ce pays. Parce que si quelque part on parle d'abus de fonction, c'est que si on accuse le directeur de cabinet d'abus de fonction, forcément il faut lier ça à son chef. Mais le procès a eu lieu devant lui. On écoute Nelly de Le procès a eu lieu en sa présence. Donc vous comprenez tout simplement que chacun essaie de jouer son rôle. Et la politique, je dis, c'est la politique qui est le maître de toute décision qu'on prend au Bénin. Vous sentez toujours la même politique dans tout ce qui est fait. Pourquoi le maire, lui, il n'est pas touché? Merci beaucoup à vous. Nelly Dodieno, vigile avancé, Alphonse Moïse Soudé. Merci également à Edgar Nyakagia qui a assuré la mise en œuvre de ce numéro de votre émission. L'intégrale, c'est fini.